Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. La tribune des décideurs, chaque lundi, 12h30, 13h, l'occasion de donner la parole à tous ceux qui font l'économie de ce pays et d'ailleurs, bien sûr. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Alain Chaillet qui dirige FedEx, le transporteur qu'on ne présente plus pour la France et puis pour l'Europe du Sud. Bonjour Monsieur Chaillet. Bonjour. Bienvenue. À mes côtés, bien sûr, on trouve Robert Jules, notre partenaire de la Tribune.fr, qui sera là aussi pour vous poser toutes ces questions. Alors, FedEx, 4300 personnes en France. Vous ne communiquez pas sur le chiffre d'affaires au niveau local, mais c'est 45 milliards de dollars pour cette entreprise américaine née il y a 40 ans, un peu plus, et qui a révolutionné finalement ce business, qui l'a inventé. On va en reparler en détail. On a tendance souvent à présenter votre métier comme un baromètre de la mondialisation et bien sûr de la pression artérielle dans cette économie mondiale. Donc première question toute simple, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui, reprise par reprise? Écoutez, tout d'abord, vous avez raison, depuis 40 ans, FedEx, 41 ans, FedEx est un peu le baromètre de l'économie mondiale puisque nous nous sommes développés sur tous les continents en suivant effectivement cette mondialisation. Et nous avons ressenti effectivement, quand il y avait des baisses d'activité comme la bulle Internet en 2000 ou en 2008, le crash boursier de New York. Avec la faillite de Lehman Brothers. Oui, absolument. Nous avons ressenti effectivement une baisse d'activité. Toutefois, la mondialisation ne s'est pas arrêtée. Et aujourd'hui, si les croissances à l'époque étaient de 15 ou 20%, elles sont plutôt entre 5 et 10 actuellement. Et en général, ça ne précède pas forcément les crises. C'est après que vous voyez les effets se propager. Un arrêt des expéditions. Par contre, vous avez une reprise plus rapide que l'économie, puisque les entreprises qui se repositionnent sur certains marchés expédient en express pour livrer à temps. Alors on va profiter du fait que vous avez un point de vue d'observateur privilégié à la fois en France et puis sur l'Europe du Sud. Est-ce que ça va mieux en Europe du Sud? On a tendance à le dire. La bourse, en tout cas, semble le prouver. C'est des pays qui sont revenus un peu dans une situation de normalité. Qu'est-ce que vous observez, vous, FedEx? Ça va un peu mieux. Je m'occupe de l'Espagne et j'ai noté qu'en Espagne, alors que le marché domestique, effectivement, souffre énormément, les entreprises espagnoles, et en particulier les PME, se sont tournées vers l'export. Et on voit un dynamisme économique très important en Espagne, ce qui est une bonne chose, naturellement, pour l'économie espagnole. Et on espère effectivement que le marché domestique espagnol reprendra très rapidement. Donc ça ne va pas très bien à l'intérieur, mais ceux qui ont la chance ou l'occasion de travailler avec l'extérieur, ça va bien. Oui. Et même phénomène en Italie. Et vous notez aussi la même chose sur la Grèce ou le Portugal? Non, pas franchement. Non. Pas franchement. Je pense que la Grèce et le Portugal ont touché le fond et que ça va repartir, mais que pour le moment, la situation est un peu compliquée. Et est-ce que la France a touché le fond? Je crois aussi. Je pense qu'effectivement, la France n'a pas autant souffert que l'Espagne et même que l'Italie. On le voit sur le marché domestique. Il y a effectivement moins de croissance, mais il y a une petite croissance. Donc je ne comparerai pas la France et l'Espagne. Et sur le marché intérieur par rapport au marché international, est-ce que vous notez une différence? Parce que vous venez de racheter, il y a quelque temps, une entreprise qui fait le même métier que vous, mais à l'intérieur du pays. Est-ce que vous notez une différence? Alors effectivement, on a racheté il y a 2 ans Tatex, qui est une société française de 1100 personnes, basée à Tours, et qui maintenant s'appelle FedEx depuis maintenant 1 an, complètement intégrée à notre entreprise, et qui offre un service national. Donc aujourd'hui, FedEx peut offrir un service entre Nantes et Brest, ou Nantes et Nice, de la même façon que nous faisons Paris-Los Angeles ou Tokyo-Nice. Donc nous y croyons, nous pensons qu'il va y avoir une reprise effectivement du marché national. Puis il est important d'offrir à ses clients toute la palette de services, c'est-à-dire la palette nationale et la palette internationale. Alors arrêtons-nous un instant sur ce métier justement, celui de l'express et celui du hub. C'est vraiment les deux mamelles finalement de votre activité. Pour ceux qui ne sont pas familiers, comment est-ce que vous l'expliquez? Vous rencontrez, je ne sais pas, un petit cousin et vous dites voilà, moi je suis le patron de FedEx en France, c'est quoi? Je pense que d'abord c'est un métier passionnant. C'est un métier passionnant parce que d'abord FedEx a été créé par un homme, Fred Smith, qui est toujours le patron de l'entreprise 41 ans après. Donc il va avoir 70 ans cette année. Et il a créé cette entreprise en partant pratiquement de rien. Et il a créé une entreprise, vous l'avez dit, de 45 milliards avec 300 000 employés, 300 000 collaborateurs dans le monde.
et qui continue à progresser. Donc ça, c'est fabuleux. C'est une histoire fabuleuse. Et en plus, il y a un attachement à la France, puisque FedEx a démarré il y a 41 ans avec des Falcon, des avions d'assaut, pour développer son entreprise. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est magique de pouvoir expédier un colis, l'enlever dans Paris à 17h30 et pouvoir le livrer n'importe où aux États-Unis avant 10h30, n'importe où aux États-Unis. C'est ça, moins de 24 heures. Pas seulement à New York ou à Los Angeles, mais dans le fin fond du Wisconsin. Ça, c'est fabuleux. Et quand on l'explique, il faut expliquer comment on le fait. Ça veut dire que nous sommes un intégrateur, c'est-à-dire que nous maîtrisons l'enlèvement, la douane, l'acheminement avion, avec une flotte de plus de 640 avions et 90 000 camions. Donc l'acheminement aérien, l'acheminement camion, le dédouanement qui est intégré, et puis la livraison à destination. Avec une garantie de livraison, par exemple pour les États-Unis à 10h30, garantie ou remboursée. Donc quand vous faites 10 millions de colis par jour, 1% d'erreur, c'est 100 000 colis. Donc 1% d'erreur, ce n'est pas tolérable. Donc on met des moyens en place. Et si vous venez à Roissy, vous verrez que, et je le montrerai à ce petit cousin, eh bien nous avons 5 avions de réserve basés à Roissy qui volent à peine une fois par semaine et qui vont voler dans 2 circonstances, une panne d'avion ou un surplus de fret sur une destination donnée. Donc votre métier, c'est avant tout celui de compagnie aérienne, on peut dire ça comme ça? Alors on est compagnie aérienne, on est intégrateur, on est transitaire aussi, puisqu'on va dédouaner ces marchandises. Et puis, je pense qu'on est facilitateur aussi de l'économie, en améliorant effectivement la compétitivité des entreprises françaises. Une entreprise française, une PME française qui veut se positionner sur un marché comme le Japon, va utiliser l'Express pour pouvoir livrer très rapidement. Quel est l'objet le plus lourd que je peux livrer via vos services? Un réacteur d'avion, une pièce de fonderie très urgente. Un éléphant, par exemple? 2 pandas. C'est nous qui avons amené les pandas de Chine il y a 2 ans pour le zoo de Beauval. Et qu'on ait une idée vraiment des délais, vous livrez très efficacement les États-Unis, on imagine, mais par exemple la Chine, si ce soir à Paris, 17h30, je veux envoyer un colis à Shanghai. On le livrera mercredi avant midi. D'accord. Donc là, ça effectivement, met 48 heures. 48 heures. En allant vers l'Est, naturellement, on perd l'avantage du décalage horaire. Donc c'est pour dire, hein, c'est comme ça qu'on a appelé cette émission, le monde devient de plus en plus petit, c'est vraiment votre quotidien, oui. Il rétrécit. Mais si vous voulez, l'idée c'est, par exemple, je vais prendre l'exemple des États-Unis, une PME française basée à Lyon sera aussi compétitive pour Los Angeles qu'une entreprise basée à New York. Le délai sera le même, 24 heures. Et malgré les coûts de transport? Malgré les coûts de transport, c'est vrai, vous avez raison. Les coûts de transport jouent. Votre métier. Mais c'est pour ça que, si vous voulez, le transport aérien, c'est 3% des volumes mondiaux, mais 40% de la valeur. Alors, beaucoup de questions nous parviennent sur les relations sociales, parce que vous êtes un métier de main-d'œuvre, hein, vous employez beaucoup de personnes, on l'a rappelé, 4300 personnes à Bercy. À Roissy, combien d'employés? 2300 à Roissy. 2300. Et apparemment, bon, bah, c'est compliqué, hein, il y en a qui nous demandent sur beaucoup de questions. Alain, par exemple, pourquoi est-ce que vous ne cherchez pas à rencontrer les partenaires sociaux? Un autre, Didier, qui demande, qui note qu'il y a beaucoup de débrayage ces 3 dernières années. Est-ce que c'est tendu, les relations sociales chez FedEx? Les relations sociales sont toujours tendues en France, mais je dois dire que le dialogue existe. Alors, je ne rencontre pas directement les organisations syndicales, simplement parce que je suis responsable de l'Europe du Sud et qu'il y a des directeurs dans chaque pays qui les rencontrent et qui président les instances. Toutefois, j'en rencontre, hein, ça m'arrive. Et vous savez, FedEx en France, c'est en gros, à Roissy, 200 emplois par an de créés depuis les 4 dernières années. On continue à embaucher. Avec un turnover très faible, autour de 5-6%. Et puis avec une politique sociale très particulière. C'est-à-dire que nous considérons que nous sommes installés à Roissy et que nous devons faire profiter les jeunes autour de la plateforme de ces emplois dans notre hub. Donc nous avons des contacts avec les différents maires des communes environnantes pour recruter ces jeunes et les faire progresser dans l'entreprise. En plus, nous avons une politique de promotion interne et un jeune qui rentre chez nous, qui n'a pas forcément une formation, puisqu'il y a une formation interne assez importante, on le pousse à se développer dans l'entreprise et on a beaucoup d'exemples. Et puis on a 51 nationalités à Roissy, ce qui est fantastique au niveau de la diversité. Et vous diriez que ça se passe mieux
moins bien qu'avant? Est-ce qu'il y a un effet il y a compliqué? toujours un peu ce conflit permanent, et puis à l'approche des négociations salariales. Ce conflit, en fait, c'est Cadence infernale qui nécessite d'une levaison. On ne peut pas dire ça. C'est une logique syndicaliste. Je ne sais pas, vous savez, demandez-leur, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de cadence infernale chez FedEx. Il y a seulement un engagement client. L'idée, c'est de dire à nos employés, et à tous les employés de FedEx, moi y compris, le client est important. Vous savez, quand on est un métier de service, l'expérience client, c'est la clé de voûte de notre développement. Et donc, on doit s'assurer tous les matins qu'il reste très peu de colis au sol et qu'on ait terminé le tri à l'heure. C'est la clé. Les avions doivent partir à l'heure pour arriver à destination à l'heure et pour pouvoir livrer avant midi ou avant 10h30 en fonction de l'engagement. Alors, vous avez passé 22 ans dans cette entreprise. J'imagine que vous l'avez vu évoluer grandement. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui vous frappe le plus avec le recul? C'est cette croissance et puis la flexibilité de l'entreprise à découvrir de nouveaux marchés. On suit nos entreprises. C'est-à-dire qu'une entreprise qui va produire dans un autre pays, eh bien, on va ouvrir une ligne pour s'assurer de lui offrir le même service qu'elle avait avant dans notre pays. Et vous ne servez pas l'Afrique, par exemple? Alors, on ne sert pas l'Afrique directement, mais on offre le service. Un client à Los Angeles qui nous donne un colis pour le Gabon, on le remet à Air France, à Roissy, et on utilise pratiquement 400 vols Air France par semaine sur des destinations justement qui ne sont pas desservies directement par FedEx. Pourquoi n'avoir pas choisi de s'implanter dans cette zone? Ça viendra un jour, mais vous savez, ça dépend de la maturité du marché et d'autre part des volumes sur ces marchés. Alors, l'aéroport de Roissy est votre hub principal. Oui. Votre extension ne vous mène pas non plus à regarder de près comment va s'étendre Roissy, où les capacités sont nécessaires et en même temps, il est très difficile de les développer pour des raisons notamment environnementales. Comment vous voyez évoluer la situation dans les prochaines années? Alors, il y a plusieurs choses. Je pense que Roissy a été certainement la meilleure décision qui a été prise il y a 40 ans. Quand vous voyez la situation en Angleterre ou en Allemagne, où il est très difficile d'agrandir Heathrow, par exemple, ou Francfort, puisque ce sont des aéroports saturés, c'est un problème. Et puis construire un nouvel aéroport, on le voit à Notre-Dame-des-Landes, c'est compliqué. Donc Roissy, c'était une bonne décision parce que c'était loin en fait. Comment? C'était loin dans les champs, c'était pour ça que c'était une bonne décision de faire Roissy. Oui, oui, à l'époque c'était très loin finalement, ouais. C'était au milieu des champs. Il y avait très peu de construction. Alors malheureusement, effectivement, depuis 40 ans, il y a eu beaucoup de construction avant que certaines décisions soient prises pour freiner ces développements. Mais vous savez, c'est un aéroport qui a 4 pistes. C'est unique en Europe. C'est d'ailleurs le premier aéroport cargo en Europe et le deuxième passager en Europe après Londres. Donc avec des possibilités de développement considérables et surtout une réserve foncière autour de l'aéroport, puisqu'on ne peut pas construire de logements à cause du bruit. Par contre, on peut construire des entrepôts. Et le modèle de FedEx, à chaque fois qu'on a installé un hub, que ce soit à Memphis, où nous avons notre siège et notre principal, à Indianapolis, à Tokyo, à Canton, c'est d'attirer dans des entreprises logistiques ou des centres de distribution pour un certain nombre d'entreprises. Je prends l'exemple de Memphis. 40 000 emplois directs FedEx, 200 000 emplois créés en 10 ans, d'entreprises qui sont venues s'installer pour bénéficier effectivement des moyens de transport de FedEx. Et ce qui est intéressant dans le modèle de Memphis, c'est que ça a développé d'autres moyens de transport. Le Mississippi est navigable, et donc sur des barges, vous avez des marchandises qui partent sur des barges, alors que ce n'était pas le cas il y a 10 ou 15 ans, le rail, et puis la route. Donc vous avez tous les modes de transport qui sont représentés à Memphis. Eh bien, on veut faire la même chose à Roissy. Alors on a créé une association qui s'appelle Aérotropolis, avec différents partenaires, 17 partenaires, dont Air France, et où nous essayons d'attirer, effectivement, de vendre Roissy à l'étranger pour dire, mais venez à Roissy, vous allez bénéficier des réseaux d'Air France, de FedEx et puis d'autres compagnies aériennes. Donc c'est un atout fabuleux pour l'économie française. Qu'est-ce qui manque à Roissy ? Peut-être améliorer le dialogue entre l'État, la région, tous les acteurs locaux. C'est toujours un peu compliqué en France, mais on y arrive. Ça veut dire que c'est beaucoup de travail, mais on y arrive. Précisément, le développement de la région Grand Paris devrait faciliter... Absolument. On a participé à beaucoup de travaux parce que l'un des problèmes aussi, c'est que quand vous avez un employé qui habite Goussainville ou Sarcelles, pour venir travailler à Roissy sans voiture, il faut passer par la gare du Nord, ce qui est absolument inadmissible. Donc il faut effectivement améliorer le transport vers l'aéroport. Vous savez, il y a une chose qui me choque, moi, c'est qu'à Roissy, vous avez le plein emploi, vous avez 100 000 personnes qui travaillent à Roissy, puis il y a 10 km
De là, à Sarcelles, par exemple, vous avez un chômage des jeunes de 40%. Ce n'est pas admissible, ça. Donc il faut absolument qu'on améliore les liens. Alors, ce qu'on fait pour nos employés, c'est simplement, on demande à ce qu'ils aient un véhicule et puis on leur rembourse le kilométrage. Alors, Robert parlait des problèmes environnementaux. C'est une question récurrente aussi pour le transport aérien. Vous le rappeliez, vous êtes la deuxième flotte mondiale avec 645 appareils. Comment est-ce que vous abordez cette question du carbone? Est-ce que ça fait toujours sens de vouloir déplacer très vite, de mettre une entreprise de Limoges en concurrence avec une entreprise de la région de Shanghai? Est-ce que vous n'avez pas ce mur qui se rapproche aussi? Je pense que si vous voulez, pour l'entreprise de Limoges, il est important effectivement qu'elle pénètre des marchés lointains. On parle aussi de marchandises à haute valeur ajoutée. Et je vous rappelle que c'est 30% des volumes mondiaux. Alors maintenant, ce que FedEx fait, et pratiquement toutes les compagnies aériennes, c'est améliorer la flotte, c'est-à-dire renouveler la flotte. Avec des avions comme le 777 pour nous, ou le 380 pour d'autres compagnies. Ce sont des avions qui sont très performants, qui consomment beaucoup moins, qui font beaucoup moins de bruit et qui créent beaucoup moins de nuisances. Et on a pris des engagements, nous, FedEx, de réduire nos émissions de CO2 de 30% à l'horizon 2000. On fait la même chose, puisque nous avons 90 000 camions, et on considère que, par exemple, sur une ville comme Paris, on peut améliorer notre empreinte carbone en réduisant les émissions. Et on a dans Paris, je ne sais pas si vous les avez vus, mais des MODEC, qui sont des camions électriques. Et puis on a aussi des tricycles à assistance électrique. Donc on développe des nouveaux modèles avec, par exemple, une agence à pyramide qui est en sous-sol et qui nous permet d'utiliser des Kangoo Renault électriques. Donc on travaille effectivement sur... Vous allez basculer vers l'électrique, c'est encore un gadget ou vous pensez que c'est un mouvement de fond? Vous savez, on teste un peu plus de 1000 véhicules dans le monde, donc différentes places. Mais effectivement, c'est l'avenir. 1% à peu près. Vous savez, quand vous avez 90 000 camions, vous en avez 75 000 qui font moins de 100 km par jour. Ce sont les camions de livraison et d'enlèvement. Donc ceux-là, ils peuvent effectivement devenir électriques. Et ça prend du temps. Et les drones, ça peut être une solution pour vous? C'est un peu gadget, ça. Hein. Les drones, c'était Jeff Bezos qui va aller livrer finalement ses marchandises on fera pour Amazon. Vous, exceptionnellement, mais ce n'est pas la solution. Ça viendra peut-être, mais bon, à moyen terme. FedEx, entreprise américaine cotée, à la bourse, bien sûr, de New York. Bon, ça s'est un peu moins bien passé d'un point de vue boursier à cause notamment des problèmes climatiques aux États-Unis pour le dernier trimestre. Comment est-ce qu'on vit aussi cette vie boursière et comment est-ce que vous essayez de faire passer cette culture financière à vos employés? On ne la passe pas franchement, si vous voulez. Je ne sais pas si les gens s'intéressent à ça. Je pense que les gens s'intéressent. Ils s'intéressent parce qu'on a des questions aussi en disant, voilà, on fait beaucoup de profits. Enfin, c'est une question récurrente d'ailleurs dans le capitalisme français. Et on a eu 4,60 € de participation bénéfice en 2013. Donc, ils comparent toujours les milliards ou les centaines de millions de profits de l'entreprise à leur feuille de paye. Alors, on a fait un peu moins qu'il y a quelques années. C'est vrai que nos résultats du troisième trimestre sont un peu décevants. Il y a eu en décembre, le troisième trimestre, c'est décembre, janvier, février. Et en décembre et janvier, en particulier, l'Est des États-Unis était touché par beaucoup de tempêtes de neige, etc., qui ont perturbé nos activités. Et à chaque fois que ça perturbe nos activités, on a des plans de contingence qui se mettent en place et qui coûtent très cher. Alors maintenant, le cours de la bourse, effectivement, je pense qu'il est meilleur que l'année dernière, mais ça montre aussi le dynamisme de FedEx. FedEx investit, si vous voulez, environ 3 milliards par an en capital, c'est-à-dire qu'il faut acheter des avions, il faut renouveler le système informatique. La base de FedEx, si vous voulez, c'est le flux physique, mais le flux informatique. Et les 4,60 € de participation en bénéfice C'est lié au résultat de la France et l'acquisition de Tatex, qui est devenu FedEx, et puis le développement en France. On a aujourd'hui 68 agences, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans, et donc il y a un investissement. Et donc une activité qui est peut-être moins florissante aussi dans l'Hexagone? Si vous voulez, on espérait peut-être une reprise en 2011-2012, qui n'est pas franchement arrivée. Par rapport au pacte de responsabilité, vous, FedEx, qu'est-ce qui vous intéresserait d'avoir comme mesure qui améliorerait votre compétitivité? Je crois savoir par exemple sur la modification des modalités de TVA en France par rapport aux Pays-Bas, par exemple, ça va dans le bon sens. Je veux dire que le président Hollande et les douanes françaises ont pris la bonne décision. Nous avons rencontré un certain nombre de ministres, Arnaud Montebourg, Pierre Moscovici, Nicole Bricq, pour parler du sujet. Vous nous rappeler un peu le... Si vous voulez, ce qui se passe, c'est quand vous importez une marchandise en France, vous devez payer la TVA immédiatement. En Hollande, qui est un pays effectivement culturellement très axé sur les échanges,
vous avez un déferrement de TVA. C'est-à-dire que vous allez payer la TVA 1 mois ou 2 mois après. C'est un avantage compétitif très important pour les entreprises. Et beaucoup d'entreprises nous demandent de dédouaner en Hollande et pas en France. Alors il y a 2 aspects. Il y a effectivement ce déferlement de TVA. Il y a aussi le fait que quand une entreprise, un pays dédouane pour un pays tiers, il garde 25% des droits. Donc deuxième pénalité pour la France. Et ça a été une décision courageuse de mettre ça en place. Alors ça sera effectif en 2015, mais ça va permettre de renforcer la plateforme de Roissy et les ports français, puisque les ports français vont bénéficier aussi de cette mesure, pour justement favoriser ces échanges. Y aurait-il d'autres mesures, par exemple, qui vous seraient favorables ? Dans le pacte CICE, vous utilisez non, pas franchement, mais pas franchement, si vous voulez. Je pense que c'est pas forcément pour nous des freins au développement. La TVA, c'était véritablement quelque chose que nous mettions en avant, et on n'était pas les seuls, parce qu'on considérait que la communauté de la France, c'est très important. Et la plateforme de Roissy, je vous le disais tout à l'heure, est assez unique en Europe. Et donc, c'est un atout fantastique pour l'économie française. Vous êtes aussi, par ailleurs, vice-président conjoint de l'AmCham, la Chambre américaine de commerce de Paris. J'imagine que là aussi, c'est un lieu où l'on dialogue, où l'on échange, où l'on a une perception finalement de l'économie française qui n'est pas forcément toujours avec le même son de cloche que celle qu'on a depuis Paris. Comment est-ce que vous essayez de vendre la France à vos petits camarades D'abord, à l'AmCham, vous avez des entreprises françaises aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez environ 700 000 emplois aux États-Unis d'entreprises générés par des entreprises françaises, et à peu près la même chose en France pour les entreprises américaines. L'importance des échanges. Alors, les échanges entre l'Europe, ou disons la France et les États-Unis, sont relativement équilibrés, contrairement par exemple aux échanges entre la Chine et les États-Unis. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que nous avons des intérêts communs. Et les négociations sur le pacte transatlantique sont très très importantes. Vous savez, à chaque fois qu'il y a eu une libéralisation des échanges, vous avez eu une accélération de ces échanges, et donc vous avez créé de la valeur, vous avez créé des emplois. Hein, on le voit, la mondialisation est très critiquée, mais la sortie de la misère a énormément et des millions de personnes. Et comment est-ce que vous sentez, en effet, quelle est la perception des autres entreprises américaines implantées en France par rapport à la situation de notre pays? Je pense que vous avez vu peut-être le sondage que l'AmCham a publié au mois d'octobre, qui montre effectivement que les entreprises américaines recommanderaient moins à leur siège américain les investissements en France. Ouais. Enfin, ces choses-là peuvent changer, si vous voulez. Alors, vous avez du mal, quand vous allez au siège de FedEx, à dire, bon voilà, il faudrait renforcer peut-être les investissements en France? Oui, naturellement, mais je pense que les Allemands, les Anglais ont la même problématique. Mais si vous voulez, à partir du moment où nous avons des flux physiques, il faut trouver la meilleure plateforme. Et pour nous, aujourd'hui, la meilleure plateforme, c'est Roissy, en Europe. À l'heure du virtuel, jusqu'où vous pouvez aller pour réduire vos temps de livraison? Parce qu'il y a bien un moment où les contraintes physiques... C'est vrai, vous avez raison. Hein, les avions volent tous à la même vitesse, 800, 900 km/h, et on ne peut pas réduire les temps. Et ce qu'on a fait, c'est que, ce que je vous expliquais tout à l'heure, on va enlever un colis à 17h30 dans vos locaux, dans Paris, et on va livrer le colis à 10h30. Donc on a intégré la douane, on essaie de réduire les temps d'acheminant vers l'aéroport. Alors ça ne veut pas dire qu'on va au-delà de la limite autorisée, mais nos process sont très calibrés. On va envoyer toutes les informations à la douane par des systèmes de scan, ce qui permet à la douane effectivement de dédouaner pratiquement immédiatement. Donc on travaille sur ces choses. Et puis par exemple dans le développement du B2C, qui est aux États-Unis exponentiel, eh bien on a un réseau de 2000 boutiques de FedEx Office où les clients peuvent venir chercher leur colis ou le livrer. On a aux États-Unis monté des systèmes de livraison sur rendez-vous, ou le samedi matin, ou le soir. Est-ce que vous redoutez la démocratisation de l'imprimante 3D? Parce que le jour où on pourra finalement imprimer ses chaussures à la maison, il y aura peut-être moins besoin de les livrer, de l'express en tout cas. Oui, on perdra peut-être quelques clients, mais enfin, c'est pas demain. C'est pas demain. Non, c'est pas une inquiétude. Vous recherchez, ça va. J'imagine que vous faites de la veille sur ces sujets. Oui, naturellement, mais on ne va pas produire en masse, si vous voulez, avec l'imprimante 3D. Vous savez, il y a un phénomène intéressant, c'est que il y a beaucoup de produits que nous utilisons tous les jours qui ne sont plus fabriqués en France. Téléphone portable, par exemple, l'ordinateur.
eh bien, ces produits, dès qu'ils sont mis sur le marché, il faut les acheminer très rapidement. Aujourd'hui, certains téléphones sont produits en Chine, ils sortent d'usine le lundi, ils sont en boutique à New York ou à Paris le mercredi matin. Donc c'est la mondialisation. Alors, on peut débattre sur l'intérêt ou pas, mais quand vous avez un marketing très très fort, vous devez effectivement répondre à la demande très forte de vos clients et donc d'avoir les marchandises à disposition. Et cette mondialisation ne ralentit pas en fait, parce qu'on a ce débat en France où on voudrait être un petit village gaulois qui résiste, barricadé. Vous ne le voyez pas en fait dans non, on ne le voit pas, au contraire, il s'accélère. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les échanges entre deux pays émergents, entre le Brésil et l'Inde ou l'Inde et la Chine. Mais même pour la France, la part des dépendances finalement aux exportations est majeure. On ne pourrait pas refermer les frontières. Absolument, parce que ça peut être simplement un composant d'un produit que vous fabriquez en France, mais il viendra de l'étranger. Robert ? Oui, cette question de la mondialisation, le phénomène de la relocalisation, en fait, vous impacte très peu, puisqu'il y a toujours du business à faire, même s'il y a de la relocalisation, puisque comme vous disiez, comme les objets sont fabriqués... Parce que ces relocalisations, ce sont des clients qui vont exporter. On sera là pour répondre à leurs besoins. Des questions un peu plus personnelles, vous avez 64 ans. Oui. Vous prenez votre retraite à quel âge ? Oh, je ne sais pas encore, je n'ai pas décidé. C'est pas prévu ? Mais vous savez, c'est tellement passionnant, on a tellement de projets. Non, mais vous voyez prolonger au maximum, en fait, comme Fred Smith jusqu'à 70 ans ? Je ne sais pas, non, j'ai... C'est pas sur la table ? Non, je peux avoir d'autres projets. Bon. Ce serait quoi vos autres projets alors ? Je ne sais pas, je m'intéresse beaucoup au vin, je m'intéresse à la gastronomie, je m'intéresse à des tas de sujets qui... Vous avez investi dans des vignes ? Non, pas encore, mais... Vous attendez la retraite ? Des produits FedEx livre comme ça des produits de qualité en 24 heures. Oui, on livre par exemple du pain poilane tous les soirs sur les États-Unis pour des gens qui ont les moyens. Hurler des écologistes. Oui, mais c'est vrai, mais bon, c'est symbolique, hein, c'est 40 ou 50 pains tous les soirs ou des fromages vers les États-Unis. Donc naturellement, c'est anecdotique, mais ça montre effectivement la capacité de faire ces choses-là. En France, on se fait bien livrer des sushis de la boutique à côté. Bon, c'est un peu la même chose. Et donc vous, votre retraite, vous l'envisagez donc plutôt au milieu des vignes, c'est ça, Oui, idéalement ? peut-être. Dans ce pays ou d'autres contrées ? Non, en France. Moi, j'adore la France. Mais je pense qu'avec toujours le côté international, je pense qu'il y a des idées à développer autour de ça. Vous allez souvent aux États-Unis, j'imagine ? De temps en temps. Ouais. C'est un pays qui bouge aussi, dans le bon sens ? C'est un pays qui bouge et qui se remet en question sans arrêt, ça, la force des États-Unis. On le voit, ils sont sortis de la crise, pas complètement, mais ils savent rebondir. Ils savent rebondir et c'est vrai qu'en Europe, les choses vont un peu plus lentement. Eh bien, merci, Monsieur Chaillet, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Robert. Merci à vous tous pour vos questions également et puis votre participation et votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. On parlera de banque avec le patron du Crédit.